Je reçois un coup de téléphone. Un jour, ma secrétaire m'appelle, me dit, il y a un médecin qui est pas content. Et c'était un patron hospitalier qui me téléphone en me disant, vous avez fait quelle école de sorcier? Bon, malheureusement, j'étais pas très réceptif peut-être à cette époque-là. Je lui dis, pourquoi vous êtes un fan d'Harry Potter? Il n'a pas aimé du tout. Il m'a dit non, parce que je vous signale que vous avez donné à un de mes patients quelque chose qui est tout à fait pas indiqué pour lui. Enfin, Nous allons pouvoir bénéficier des conseils du docteur Labesca. Il va nous parler de tous ces remèdes magiques qui ont été oubliés, de ces médecins aussi qui sont tombés dans l'oubli alors qu'ils étaient très doués et surtout qu'ils avaient une conscience vraiment professionnelle. Alors, ils avaient envie de soigner les personnes, bien sûr, comme tout médecin, vous allez me dire, mais avec des remèdes naturels. Pourquoi, à votre avis, docteur Labesca? vous savez, justement, si j'ai écrit ce livre, c'est presque un manifeste. Parce que je trouve qu'on est vraiment trop en ce moment, et en médecine en particulier, dans la pensée unique. C'est-à-dire qu'on doit tous penser de la même chose, on doit tous se traiter de la même façon, on doit tous avoir des thérapeutiques identiques. Et en fait, je crois que c'est un peu comme aller au restaurant et prendre le menu du jour. Alors, pour le restaurant, c'est pas grave parce qu'on peut en changer. Pour le traitement, c'est plus compliqué. Et en fait, ce qui était avant et ce qui se passait avant, c'est que les médecins faisaient des traitements adaptés aux patients. Maintenant, c'est plus le traitement qui est adapté au patient, c'est le patient qui doit s'adapter au traitement. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que bah, tous les traitements ne sont pas adaptés à tous les patients. On considère qu'il y a une sorte de courbe de Gauss. C'est-à-dire que quand on prenne un paracétamol, par exemple, il va agir sur 60% des patients. Mais ça fait quand même 40% qui restent sur le carreau. Et qu'est-ce que font ces 40%, ces 40% de patients, pardon? Eh bien, ben, ils cherchent d'autres solutions parce que pour eux, le paracétamol n'est pas la solution. Et par exemple, moi, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps encore d'une patiente qui est venue me voir pour des maux de tête. Et quand j'ai décortiqué son histoire, j'ai vu que si elle avait des maux de tête, c'était pourquoi? Parce qu'elle prenait du paracétamol. Et voilà, c'est-à-dire qu'en prenant régulièrement du paracétamol, alors elle avait des douleurs aussi articulaires, elle prenait du paracétamol tous les jours, eh bien, elle était devenue intolérante au paracétamol, et résultat, son corps réagissait en lui déclenchant des maux de tête. Voilà, c'est quand même un comble d'avoir des maux de tête liés à un antalgique, normalement, médicament antalgique. Voilà, et c'est là où c'est important, et j'ai trouvé qu'en prenant dans l'histoire, parce que j'écris dans plusieurs journaux, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la médecine, parce que je regrette énormément que depuis Descartes, on ait mis à bas la médecine qui était une médecine expérimentale. C'est-à-dire que on avait nos ancêtres, ils ont commencé en regardant les animaux. Hein, Mm. ils sont pas foulés, ils ont regardé les animaux. Quand ils voyaient qu'un animal avait telle ou telle chose, ils prenaient telle ou telle plante. Bah, ils se sont dit, et si c'est bon pour les animaux, pourquoi ce serait pas bon pour nous? Et puis, progressivement, il y a eu des spécialisations. Il y a des personnes qui sont devenues chamanes, sorciers, enfin, tout ça, ça s'est un petit peu spécialisé. Et ils se sont dit, si on peut reproduire l'effet qu'on a observé chez quelqu'un ou quelqu'un qui a observé cet effet, on va considérer que c'est un effet scientifique. Et c'est vrai. C'est-à-dire que si on peut reproduire ce fait d'expérience, et s'il est reproductible à l'infini, ou du moins d'une manière importante, ça veut dire qu'il existe. Et Et donc, ils ont réuni toutes ces données observationnelles, toutes ces données d'observation, et ils en ont fait des principes. C'est-à-dire que quand on avait une brûlure, eh ben on appliquait telle plante plutôt que telle autre. Quand on avait un foie qui était un petit peu engorgé, ou quand on avait une toux qui était un petit peu rebelle, eh bien on appliquait telle ou telle chose. Et les grands-mères se sont emparées parce qu'au départ, il y avait peu de médecins, peu de chamans, peu de sorciers, peu de sorcières. Les grands-mères s'en sont emparées et se sont vite rendues compte que bah, si on donnait de la soupe d'ortie à leurs petits-enfants, par exemple, au printemps, eh bien, les petits-enfants, ils étaient en meilleure forme que ceux qui n'en prenaient pas. Et voilà, c'était un fait d'observation. Et Mhm. c'est venu ainsi, et ça s'est développé comme ça. Le problème est que Descartes est venu avec son fameux discours de la méthode, et il a considéré que n'était scientifique que ce qui était explicable.
C'est-à-dire que la science n'existait que si on pouvait expliquer. Sauf que la médecine n'est pas seulement une science, c'est aussi un art, et c'est un art humain. Et il y a des patients qui ne peuvent pas être traités par des choses qui sont vulgaires pour les autres. Voilà, et c'est comme ça qu'on a tué la médecine expérimentale, qui était la médecine développée par Claude Bernard à l'époque, un des médecins, Claude Bernard, et qu'on a dit on veut pouvoir tout expliciter, et ce qu'on n'explicite pas, on le rejette. Bah Mmh. oui, et ben non. Et c'est pour ça que je me suis dit, en ayant rencontré à travers l'histoire un certain nombre de médecins qui étaient sortis des clous et qui avaient osé sortir de la pensée unique, je me suis dit, c'est dommage qu'on les ait oubliés, je ne demande pas qu'on leur mette une statue, mais qu'au moins on les reconnaisse et qu'on reconnaisse ce qu'ils ont fait, parce Bien. qu'ils ont été très courageux. J'ai été long, excusez-moi. Merci de le signaler, c'est super important, merci. Ça commence très fort, j'ai envie de dire, hein, ce live avec toutes ces explications déjà qui, je pense, vont être très appréciées. En tous les cas, dites-nous, hein, dans le chat, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous suivre, ce soir, d'être avec nous? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à le dire si c'est le cas. Et vous avez vu, hein, effectivement, on est avec un docteur qui se pose des questions, qui s'interroge, qui remet à l'honneur d'autres médecins parce que ils ont fait des choses qui méritent que ce soit dit et qui méritent d'être à l'honneur. Alors merci pour ça. Merci pour nous aussi de vous interroger comme vous le faites, comme vous l'avez expliqué avec cette patiente avec le paracétamol. Bravo! Et c'est vrai que bah, ça devrait être finalement le lot de chaque médecin, n'est-ce pas? Bah, est-ce que vous connaissez par exemple l'histoire de la levure de riz rouge, Nathalie? Non. La levure de riz rouge, c'est un composant de la cuisine asiatique, hein. Bon, Ah oui, pour colorer la cuisine asiatique, puisque comme son nom l'indique, elle donne une couleur rouge. C'est une sorte de parasite de la levure de riz. Bon, on s'est rendu compte depuis très longtemps, puisque la médecine chinoise a considéré que la levure de riz rouge était un composant indispensable dans le cadre de l'élixir de longue vie. Bon, on s'en est emparé en médecine classique et on s'est dit qu'est-ce qui peut dans la levure de riz rouge faire que? Et on s'est rendu compte qu'il y avait un composant, une statine, qui servait en fait à contrôler le taux des mauvais transporteurs de cholestérol. Et donc, on sait que plus le cholestérol se fixe au niveau des artères, plus elles vieillissent mal, et plus elles ont risque de se boucher, et plus on a de problèmes cardiovasculaires. Et donc, on risque effectivement de raccourcir sa vie. Et donc, ils se sont dit, les chercheurs, si cette statine est bonne, pourquoi ne pas la synthétiser et la développer? Sauf que c'est ce qu'on fait en général avec les plantes. On cherche le principe actif dans la plante, quel est le principe qui va être actif, quel est le principe qui a réellement un effet, et on va le synthétiser et on va le multiplier et le mettre à des doses très importantes. Résultat, c'est vrai que les statines, alors il y en a plusieurs familles, hein, que je ne citerai pas pour ne pas les aimer spécialement, évidemment, je ne les citerai pas, mais toutes les statines que l'on prend sont en général à des doses trop importantes. Résultat, et ça c'est aussi une autre de mes expériences, une patiente qui avait des douleurs vraiment musculaires et articulaires très importantes. Elle avait qu'un seul ennui, c'est qu'elle avait 83 ans. Et donc tout le monde lui disait, bah, c'est normal à 83 ans d'avoir des douleurs. Sauf qu'elle disait, mais non, c'est pas possible. Même la nuit, je peux pas rester, je peux pas dormir, je peux pas. Bon, elle est venue me voir et je lui dis, mais écoutez, je comprends pas. Vous avez fait tous les examens, il n'y a aucune maladie patente, vous n'avez rien. Et j'ai eu le réflexe de lui dire, écoutez, qu'est-ce que vous prenez comme médication? Et elle m'a expliqué tous les médicaments qu'elle prenait. J'ai dit, bah, vous savez ce qu'on va faire? On va commencer par les arrêter, ce que l'on peut, évidemment, arrêter un par un pour voir si, et dès qu'on a arrêté les statines, elle n'a plus de problème de douleur. Voilà. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent ce soir, ou qui nous regarderont, qui se diront, mais c'est vrai, en fait, c'est vrai. Alors, attention, ne jamais arrêter un traitement sans en parler à son médecin traitant, bien évidemment. Mais on utilise trop de médicaments à trop forte dose,
pour certaines pathologies. Quand à 85 ans, on n'a pas eu de problème antérieurement cardiovasculaire, qu'on n'a pas de risque, qu'on n'a pas une pathologie très importante, à 85 ans, c'est pas là que vous allez développer des maladies cardiovasculaires. Bon, en revanche, les douleurs, eh ben, ça peut déclencher des maladies parce que cette pauvre patiente, elle en était au stade où elle allait faire une dépression. On l'accusait de faire une dépression même, parce que comme elle disait, elle avait des douleurs alors qu'on ne trouvait rien. Ben, Eh on lui oui. disait, bah, vous êtes dépressive. Voilà, quand on n'a pas de solution, on dit que c'est la dépression, hein, c'est pas compliqué. Mais quand on ne dort pas la nuit et qu'on a mal tout le temps, il y a de quoi entrer en dépression, hein. Voilà. Et donc, ce que je dis, c'est que malheureusement, la médecine classique, en dehors de tous les progrès qu'elle a fait faire, bien sûr, à la santé, est trop souvent un détournement des plantes médicinales. C'est-à-dire qu'on utilise la plante, on la synthétise, on en fait un médicament, oui, mais ça ne correspond plus à la démarche de départ. Et ce qui était bon pour nous, à notre échelle, devient souvent un bazooka. Et quand on prend un bazooka pour tuer une mouche, des fois on la rate, mais on fait des dégâts collatéraux. C'est ça. Ah, l'image est belle, hein, tout à fait, parce que c'est vraiment ce que j'ai, ressenti moi aussi, hein, quand j'avais des traitements, lourds. J'avais vraiment le sentiment, que ça faisait plein de dégâts tout autour et puis que ça réduisait pas forcément les problématiques, hein. Merci pour, cet exemple. Effectivement, d'après ce que je sais, c'est que en fait, pour breveter un médicament, on prend le principe actif d'une plante en enlevant tout ce qu'il y a autour, qui évitait les effets secondaires, pour pouvoir déposer un brevet sur ce médicament. Mais, alors vous allez me dire si c'est ça, mais, si on enlève tout ce qu'il y a autour, qui enlevait les effets secondaires et qui faisait que quand on prenait la plante, on n'était pas malade, bah, forcément, quand on prend que le principe actif, bah, ça peut faire le bazooka justement qui fait plein d'effets, collatéraux, indésirables. Et Est-ce que oui, parce que la plante, c'est un ensemble. eh D'abord, oui, c'est un être vivant, la plante. D'abord, il faut bien penser que c'est un être vivant. Donc déjà, il faut la respecter. Alors ça, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut même pour la ramasser, même pour la traiter, même pour la faire sécher. Vous savez, il y avait autrefois des herboristes. Malheureusement, il n'y a plus qu'en France où il n'y en a plus, parce que partout en Europe, il y a encore des herboristes, et heureusement, bon, il y avait des herboristes qui savaient comment on ramassait une plante, à quelle période de la journée, à quelle période de l'année, ce qu'on en faisait après, comment on la faisait sécher, comment on la conservait de manière à garder ses propriétés. Et on prenait la plante entière en infusion ou en décoction en fonction de la partie de plante qu'on utilisait. mmh, Et c'était une façon de se soigner naturelle. Alors ça prenait parfois du temps, mais pas tant que ça. Parce que Nathalie, si vous avez une grippe, vous m'indiquerez le médicament qui en 2 jours vous la fait guérir. Il n'y en a pas. Si bah, vous non. avez certains virus, eh ben, il y a certains virus qu'aucun médicament ne peut traiter. Alors qu'au niveau de la plante, oui, parce que on ne va pas traiter comme un médicament. C'est-à-dire qu'on ne va pas justement prendre ce fameux bazooka, mais on va faire en sorte de développer à l'intérieur du corps les moyens qu'il a en lui, et qui des fois sont dépassés, pour se défendre. C'est-à-dire l'immunité, par exemple. Quand on a une immunité qui est pas bonne, eh bien, automatiquement, on attrape tous les virus qui traînent. C'est pas parce qu'il y a plus de virus, c'est parce qu'on est plus sensible aux virus. Bien Si on sûr. développe votre immunité, eh bien, vous allez plus avoir de problème de virus. Et l'exemple, moi, depuis très longtemps, je le dis, et maintenant c'est entendu, largement entendu. Il y a même eu des campagnes au niveau gouvernemental qui l'ont dit. Quand on donne à un enfant qui a une otite ou qui a une angine, qui, entre parenthèses, est le plus souvent virale, hein, chez l'enfant jeune, c'est 80% des cas, c'est une infection virale. On ne va pas donner d'antibiotiques parce que les antibiotiques vont diminuer encore le système immunitaire et vont faire en sorte que on va être tranquille peut-être les 4-5 jours du traitement et encore, Et mais 15 jours plus tard, il va repiquer l'enfant. Il va repiquer dans une autre pathologie ou dans la même pathologie parce qu'il va refaire une rechute, parce qu'on n'aura pas combattu la cause, on aura juste traité la conséquence. Alors que si on donne une plante qui va stimuler les défenses naturelles,
qui va faire en sorte que l'intestin, on pourra en parler, j'ai déjà fait tellement d'émissions sur l'intestin qu'on va saturer, mais l'intestin, cette zone de tampon où on rejette, où on garde ce qu'il faut et où ce qui va, eh bien, si on traite, et l'intestin maintenant, on a considéré que le microbiote devait être respecté, récemment maintenant, on le dit couramment, mais c'est vrai que quand on va donner un traitement antibiotique, par exemple, on va déséquilibrer complètement notre microbiote. Et si on déséquilibre notre microbiote, eh bien, le moindre virus, la moindre bactérie qui va arriver, elle va flamber. C'est ça, exactement. Merci pour toutes ces explications qui nous aident à comprendre ce qui se passe. On a Marc qui nous demande, qu'on me corrige si je dis une bêtise, mais le dosage des statines est augmenté par notre docteur avec l'âge, normalement. Ben, écoutez, votre médecin, s'il augmente les doses de statine, c'est qu'il a sûrement des raisons, hein. Je ne vais pas critiquer les confrères par rapport à des cas, des personnes que je ne connais pas, hein. On ne fait pas de la médecine à tout va et on ne fait pas de la médecine qu'à la radio ou à la télé, hein. Malheureusement, on fait de la Marc, médecine en face à face. ce C'est serait que un passage obligé. C'est pas un passage obligé alors? normalement, attention, pour moi, la seule indication valable pour les statines, c'est les cas d'hypercholestérolémie familiale. C'est-à-dire que dans certains cas, par rapport à la génétique, il y a des personnes, des familles entières, qui développent très tôt et très jeunes des pathologies cardiovasculaires parce qu'elles n'ont pas le moyen métabolique de fabriquer des bons transporteurs de cholestérol. Elles n'ont que des mauvais transporteurs de cholestérol, des transporteurs un petit peu souvent grévistes, qui vont débarquer leur cholestérol dans toutes les artères, qui vont faire en sorte qu'elles vont créer une pathologie importante. Donc, en dehors de cette indication-là, ou en indication secondaire, quand déjà on a eu un problème cardiovasculaire, mais très très jeune, et qu'on a des examens qui montrent qu'il y a effectivement des risques, eh bien, il n'y a pas d'indication à prendre des statines. La première indication d'un mauvais cholestérol, c'est de faire attention à ce que l'on mange. Mmh. Parce que le cholestérol, c'est bon ou c'est mauvais, Nathalie, le cholestérol? Eh bien, il y en a du bon et il y en a du mauvais. Si Non, je c'est faux. Comment? Il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol, Nathalie. Alors voilà, bon, Non, je Nathalie, suis pas il n'y a médecin. pas de bon et de mauvais cholestérol. Il y a des bons transporteurs de cholestérol et il y a des mauvais transporteurs. Le cholestérol est toujours bon. Comme Mmh. là, en train de discuter, Nathalie, c'est grâce à notre cholestérol. D'accord. Que votre cerveau, comme le mien, enfin le vôtre est sûrement plus riche que le mien, mais si c'était la journée de la violence de la femme il n'y a pas longtemps, on ne va pas être méchant, mais notre cerveau Vous êtes est dans un bon jour aujourd'hui, hein? est consisté est const est const est construit à partir du cholestérol et chez l'enfant, par exemple, c'est ce qui va aider à maturer le cerveau. Donc si on n'a pas de cholestérol, eh bien, on n'aura pas de cerveau. Alors oui, D'accord. le cholestérol, c'est pas mauvais, hein. Il est Donc fabriqué par le foie et il est bon. Seul problème, c'est que normalement, on doit le transporter à travers le corps, de manière à ce que les organes puissent en profiter, que chaque organe qui en a besoin en profite, mais on ne doit pas le larguer dans les artères. Et c'est ce que font les mauvais livreurs de cholestérol, les mauvais livreurs qui, pour des raisons X ou Y ou suivant génétique, n'ont pas des taux, vous savez, c'est le fameux LDL cholestérol. On dit LDL cholestérol, mais c'est low density lipoprotéine. tout à fait. C'est pas Ouais, du cholestérol, c'est les protéines qui transportent le cholestérol. c'est ça. Donc, si ces mauvais transporteurs sont trop nombreux, ils vont faire en sorte que le cholestérol ne va pas être géré, et c'est ce qui va faire que le cholestérol va être toxique, mais en lui-même, il ne l'est pas. Donc voilà, c'est pour ça que en dehors des cas, je vous dis, de LDL, cholestérol très très élevé de personnes, mais ça c'est souvent génétique et familial, il n'y a pas d'indication à Mmh. prendre des statines, mais en revanche, il y a des indications à beaucoup moins manger de sucre raffiné. Et ça, c'est sûr, parce que le sucre raffiné, quand il n'est pas géré, c'est-à-dire si on n'est pas un grand sportif, eh bien, il va être transformé en graisse et il va devenir mauvais. Comme les graisses polyinsaturées. Si on ingère beaucoup de graisses polyinsaturées, ce ne sera pas bon. Mais si on a une alimentation riche en oméga 3, par exemple, dans les bonnes graisses, là aussi, hein, eh bien, on n'aura pas ce problème. Donc, c'est pour ça,
les statines, si j'étais méchant, mais je ne le suis pas, je dirais que c'est du business. D'accord, merci pour cette précision, bravo. Alors, nous sommes ensemble parce que je sais que vous êtes plusieurs à avoir l'habitude de me suivre. Ce live durera pas plus d'1 heure parce que le docteur Labesca a un rendez-vous à 17h30. Donc surtout, si vous avez des questions à poser, posez-les maintenant. Et donc, je vous invite, docteur, à nous parler d'une autre potion magique ou un remède, en tous les cas, que l'on connaît peu, qui a peut-être pas été mis en avant et qui pourtant est formidable. Lequel? Comme vous voulez. J'ai le choix du remède, hein. J'ai le Je choix pense du qu'il y en remède. a plein. Vous savez, il Mais y a non, nous parler de la levure de riz rouge, alors, oui, voilà. Non, mais vous savez, je pourrais vous parler aussi d'aspirine. Je pourrais aussi vous parler d'aspirine, hein. L'aspirine étant l'acide acétylsalicylique. Et mmh, quand vous entendez salicylique, vous entendez quoi? Le saule blanc. Voilà. mmh, Le seul problème, là encore, de détournement d'une plante médicinale, c'est que on est parti de l'écorce de saule, donc qui contenait l'acide salicylique. Et le médecin allemand, à l'époque c'était à Strasbourg, mais c'était l'Allemagne, c'était la Prusse même, le médecin allemand qui a pris cet acide salicylique a trouvé qu'il n'était pas actif. C'est normal, c'était ce qu'on appelle une prodrogue. Je vous expliquerai ce que c'est. Et donc, il est parti de l'acide salicylique, et pour que ce soit efficace à la fois contre la fièvre, contre les douleurs, mais aussi pour la circulation. On sait que l'aspirine est utilisée comme fluidifiant aussi au niveau circulatoire. Eh bien, il l'a acétylé, c'est-à-dire il l'a dénaturé. mmh, Résultat des courses, il a fait faire la fortune des usines Bayer avec l'aspirine. OK, ça, tant mieux pour eux, mmh, mais aux dépens de la santé humaine, parce que ce qui était un pro-médicament, c'est-à-dire un médicament pas actif jusqu'à l'intestin, et activé au niveau de l'intestin, est devenu un médicament actif depuis qu'on l'ingère, c'est-à-dire depuis la bouche. Si mmh. bien que, et j'ai eu le cas dans ma patientèle, une personne qui avait avalé un comprimé d'aspirine et qui ne l'avait pas complètement avalé au niveau de son œsophage, qui a fait un trou au niveau de son œsophage, parce que cet acide attaque. Eh oui. Alors que l'acide salicylique, forme inactive, elle n'attaque pas et elle agira au niveau de l'intestin seulement, où là, il y a tout le système enzymatique pour contrôler. Voilà. Donc, vous voyez encore le détournement d'une plante médicinale, comment à partir de l'écorce de saule. Mais le médecin allemand avait de l'humour d'ailleurs, parce que vous savez d'où vient le nom de l'aspirine? Non. Bah, d'une autre plante médicinale qui s'appelle la Spirea ulmaria, la reine des prés, la spirée, Mmh. Spirea ulmaria, donc aspirine, parce qu'elle contient elle aussi de l'acide salicylique. Voilà, donc on s'est moqué 2 fois des plantes, Ah en oui. dénaturant l'écorce de saule, et ensuite en prenant le nom de la spirée pour en faire un médicament qui a rendu des services. Je n'ai pas dit que ce n'était pas un médicament utile, mais maintenant on commence à dire d'ailleurs qu'au point de vue circulatoire, au point de vue fluidifiant circulatoire, c'est pas terrible, hein. Et ben voilà. Comment? Mais on pourrait parler du tabac. Le tabac, c'est une Ouais. plante médicinale au départ. C'est-à-dire que les Indiens, les Amérindiens, quand ils avaient fait trop la fête, et apparemment ça leur arrivait assez souvent, ils prenaient des infusions de tabac le lendemain. Ils ne fumaient pas le tabac, ils prenaient des infusions de tabac. Sauf que ben, là encore, business aidant, on a transformé les feuilles de tabac, on leur a mis plein de produits, puisque dans un tabac, il y a plus de 2000 principes actifs, dont de l'arsenic. Il faut quand même oser mettre de l'arsenic dans la cigarette. Oui. Et on en a fait, on en a fait une préparation tout à fait toxique. Alors que dans mon livre, je parle du docteur Trousseau, par exemple. Le docteur Trousseau a eu une vie très étonnante, hein, puisqu'il n'avait pas de sous, il est né à Tours, dans l'Indre, il n'avait pas de moyens, et je vais faire sourire les auditeurs ou les téléspectateurs en disant qu'il est né rue de la Galère. Alors bon, évidemment, quand on commence à naître rue de la Galère, vous pensez bien que ça ne va pas arranger la vie. Bon, il a perdu son père très jeune, enfin bon, malheureusement, il a eu une vie très très difficile au départ.
Et comme il n'avait pas de moyens financiers, il a commencé par devenir vétérinaire, parce que les vétérinaires étaient rémunérés à l'école de Maison-Alfort. Il est allé à Maison-Alfort, il est devenu vétérinaire. Puis ensuite, il a fait des thèses, effectivement, il avait trouvé des choses, il faisait de la chirurgie sur les animaux. Et puis il avait toujours dans son idée de faire de la médecine. Et il a fait de la psychiatrie. En face Maison-Alfort, il y avait un asile d'aliénés dans lequel d'ailleurs est mort le marquis de Sade, par exemple. Mhm. Bon, donc il est allé psychiatre, il est devenu psychiatre parce que là aussi, il avait une bourse et donc il pouvait gagner sa vie. Puis enfin, il est devenu médecin. Eh bien, en tant que médecin, il traitait ses patients asthmatiques avec des cigarettes, mais des cigarettes de plantes telles qu'il faisait. Et d'ailleurs, j'ai connu, moi, un moment, effectivement, où on fumait des cigarettes de plantes pour les problèmes respiratoires, notamment à base d'eucalyptus, à base de laurier, à base de sauge. Voilà. Vous voyez, mais on n'a rajouté rien. Mais Alors bien, là, dans la cigarette, c'est pas le tabac qui est toxique, c'est tout ce qu'il y a autour. mais oui. Et le fait de le faire brûler. Parce que la première utilisation du tabac, ça a été de le priser. Et il m'est arrivé de conseiller à des patients de prendre du tabac pur et de le priser au niveau du nez, ce qui dégage remarquablement le nez au niveau des sinus, par exemple. Et vous savez que on a du temps des rois, donc le tabac a été prisé, et on avait au niveau de la main, au creux de la main, au creux du pouce, il y a une espèce de trou, il y a une espèce de creux. Oui, c'est Et on appelait ça la tabatière anatomique, parce ça. que, voilà, directement, on prisait. Et voilà comment pour des raisons souvent mercantiles, eh bien, à partir d'une plante bénéfique, on crée un médicament potentiellement toxique. Tout à fait, tout à fait. Oui. Merci, à toutes les personnes qui nous rejoignent et qui nous font un petit coucou pour nous dire d'où vous venez, hein. On a la Belgique avec nous, Colmar, on a Beauvais, là, on a la Normandie, on a Bruxelles, on a les Ardennes, on a l'Oise, hein, et on en a plein d'autres qui ne nous disent pas d'où ils viennent, sur le chat, mais voilà, vous êtes déjà nombreux. Merci pour toutes ces précisions, docteur. Alors, moi, la question que je me pose, c'est, alors, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas tombé dans le même pot que les autres, j'ai envie de dire, et qui fait que vous avez eu envie de soigner avec les plantes? Ah, vous savez, ça va être épigénétique. Non, je plaisante. À savoir que j'ai commencé, comme tout le monde, à faire mes études classiques, internat, tout, quoi, enfin bon, classiquement. Et puis, j'ai même fait une spécialisation de cardiologie. J'ai commencé une spécialisation de cardiologie et de pédiatrie. Et puis, je me suis rendu compte assez vite qu'en fait, la médecine commençait à dériver vers une forme de médecine pour les, pour les, zut, une forme de médecine pour les médecins et pas une forme de médecine pour les patients. C'est-à-dire qu'on nous présentait dans nos études médicales, d'ailleurs souvent financées en grande partie par les laboratoires pharmaceutiques, ceci explique peut-être cela, on nous disait signe, diagnostic, traitement. C'est-à-dire qu'on nous disait, voilà, un patient qui vient avec ça, ça, ça et ça, il faut essayer de regrouper les signes, on fait un diagnostic et on a le traitement qui sort dans la foulée. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de patients qui ne rentraient pas dans ce schéma. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la technique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était de leur dire, bah, c'est psychique, hein. Ouais, c'est facile, c'est tranquille pour le médecin, c'est moins tranquille pour le patient. Surtout que malgré le nombre de psychiatres, bah, on n'a pas l'air d'avoir moins de malades. Donc, c'est pas si évident que ça. Ou alors, on essaye de voir autre chose. Et bah, vous savez, je crois beaucoup aux synchronicités, mais je crois que vous aussi, un petit Oui. peu. Je suis tombé sur un livre, alors je ne sais plus en quelles circonstances, mais peu importe, d'un médecin qui était médecin militaire. Donc, vous voyez, pas un jeune romantique, hein, un médecin militaire qui avait développé à la fin du 19e siècle la phytothérapie. Il avait repris un petit peu tout ce qui existait dans les grimoires de grand-mère, dans ces remèdes de vieilles femmes, comme on nous dit d'une manière un petit peu négligée. Il avait repris tout ça et il avait essayé de voir s'il y avait du vrai dans tout ça.
Et je me suis dit, tiens, et c'était un médecin militaire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et bah, il s'est trouvé que j'ai fait partie des premiers à me lancer dans cette médecine des plantes, mais en sachant que nos ancêtres, ils étaient nombreux, hein, et que si on les écoutait, et c'est ça qui me choque, c'est ça qui me choque le plus, c'est-à-dire que pourquoi ne pas étudier ce qu'il en est? Tout n'est pas vrai. C'est certain que dans les grimoires d'Hippocrate ou dans les grimoires de certains médecins du 16e, du 17e, il n'y a pas que des choses vraies. Je ne veux pas revenir à la médecine de Molière, je ne vais pas vous proposer de faire des saignées. Non, Mais il n'empêche que si on propose dans les greffes, par exemple, des sangsues, alors c'est quoi là? C'est la médecine du 17e ou c'est la médecine du 21e? Et je mmh, vous assure que, et maintenant, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont leur propre culture de sangsues, élevage plutôt, de sangsues, et qui mettent leur sangsues sur les patients qui ont, parce que les sangsues provoquant un anticoagulant naturel vont faire en sorte que les greffes vont prendre beaucoup mieux. bien sûr. Voilà. Et Ah là, donc, pourquoi effacer tout ça d'un revers de manche et ne pas essayer, et d'ailleurs il y a quelques, mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques patrons, il y a quelques médecins qui le disent, pourquoi ne pas faire un espèce de retour en arrière, voir un petit peu tout ce qui existe, faire un état des lieux? oui, Se dire, voilà, on dit que telle plante, la saponaire est efficace, la salicaire par exemple est efficace contre les diarrhées, machin. Bah, pourquoi pas? On va tester. Le seul problème, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce cartésianisme qui fait que on ne comprend un médicament ou on ne veut l'admettre que si ce médicament fait des études contre placebo ou contre d'autres produits pour vérifier si vraiment ce que l'on affirme est vrai. Mais dans une plante, ce qu'on peut dire, c'est le résultat qu'on obtient. Mais on ne peut pas dire, regardez l'ortie par exemple, elle a plus de 200 composants. Alors vous me dites, vous m'avez donné de l'ortie, qu'est-ce qui a été efficace? J'en sais rien. L'ortie. Mais quoi dans l'ortie? Je n'en sais rien. Parce que, parce que un peu de silice, plus un peu de vitamine K, plus un peu de, plus un peu de, plus un peu de, apparemment ça fait rien. Ben si, pratiquement, ça fait quelque chose. Voilà. Et je crois que ce qui est dommage, c'est qu'on ne s'en tienne pas au résultat. C'est-à-dire que quand on a des médecins qui connaissent leur sujet, qui ont affaire à des patients pour des indications précises, ben si ça va mieux, c'est bon. Je crois qu'il faut être un peu pragmatique et mais pas c'est se dire, je ne sais pas comment ça marche, donc je rejette. exactement, mais le problème, c'est que moi, j'ai été face à beaucoup de médecins, évidemment, avec, la spondylarthrite, qui ne connaissent pas du tout les plantes, hein. Et quand je leur disais que j'allais utiliser des plantes, ils me disaient: «Bah, faites-le si vous voulez, si ça vous fait du bien de le penser que ça va résoudre quelque chose». Mais vous voyez, il y a docteur, je suis très heureuse de vous recevoir parce que honnêtement, enfin, il y a pas beaucoup de médecins comme vous. Il y en a certainement d'autres, mais vous faites partie des médecins, que j'ai déjà interrogés, ou qui m'ont interrogé aussi sur votre chaîne YouTube, parce que vous avez une chaîne YouTube et ça, je le mettrai dans le descriptif de la vidéo. Mais vous êtes pas nombreux à vouloir soigner avec des plantes, hein. Bah, vous savez, le problème, c'est que la pensée unique, bah, c'est plus commode. Quand on voit un patient, pardon, quand on voit un patient et qu'on voit, par exemple, moi, il y a une chose qui m'a toujours amusé, c'est l'angine du lundi matin chez l'enfant. L'angine du lundi matin chez l'enfant, que de fois ai-je entendu les parents me dire: «Ah bah, c'est parce qu'il a sûrement peur d'aller à l'école ou c'est l'impression de». Alors bon, malheureusement, il y a des enfants qui sont harcelés à l'école et qui ont peur d'aller à l'école. C'est vrai, il ne faut pas le négliger et je pense qu'il faudra peut-être s'y intéresser un peu plus ou depuis plus longtemps, mais enfin ça, c'est autre chose. Mais l'angine du lundi matin, c'est quoi? C'est souvent la fête du mercredi, c'est-à-dire qu'il y a eu un goûter d'anniversaire, il y a eu XX, bon, où l'enfant a reçu ses petits copains, ses petites copines, il y a une soirée pyjama, enfin bon, que sais-je. Voilà, ils ont un petit peu mangé bah, du chocolat, parce que le gâteau au chocolat, les mamans, qu'est-ce qu'elles font quand elles invitent des enfants? Elles font des gâteaux au chocolat parce qu'elles savent qu'elles vont être à 100% en réussite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les conditions pour que digestivement, bah, c'était un peu difficile.
Surtout que limiter un enfant dans les gâteaux, les bonbons, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Bon, eh bien, donc, il a été dérangé au niveau digestif, donc fragilisé. Et alors, bah, en sortant, il a pu attraper peut-être un petit coup de froid, c'est possible, ou il a pu rencontrer des virus parce qu'il y en a partout, des bactéries. Comme il se défendait moins, et ben voilà, il a déclenché ou une angine ou une otite ou autre. Mais souvent, c'est lié, j'appelais ça vraiment l'angine du lundi matin, et c'est lié parce que nos défenses immunitaires ont été mises à mal par l'alimentation. Et c'est vrai que, c'est pas à vous que je vais le dire, tout le monde le sait maintenant, mais c'est que une alimentation incorrecte ou une alimentation pas équilibrée ou pas bonne, et malheureusement là aussi on rentre dans le cadre du circuit agroalimentaire où souvent on nous fait payer cher des choses qui sont pas très bonnes, alors qu'autrefois, bah, des carottes, elles étaient pas très belles, celles qu'on ramassait dans le jardin, mais elles étaient bonnes. Et les Ouais. tomates, pareil. Et alors maintenant, c'est tout est beau, tout est impeccable, tout est bien traité, tout y a un bon goût, tout a mais c'est bourré de sucre et les sucres rapides et les sucres raffinés sont mauvais. Pourquoi il y a de plus en plus de diabète? Hein, on sent diabète de type 2, je ne parle pas du type 1 qui est génétique. Le diabète de type 2, pourquoi il y en a de plus en plus? Parce qu'il y a de plus en plus de sucre partout. Bien sûr, partout. Exactement. Les sucres raffinés. Autrefois, si vous faites à ceux qui font un peu de brocante, ils le savent, il y avait des cuillères à saupoudrer. Il y avait ce qu'on appelait des saupoudreuses. Mmh. Bon, cuillères à saupoudrer avec des petits trous parce que le sucre était cher et on en mettait peu. C'est D'ailleurs, ça coûte un honneur de sucrer les fraises. ouais. Bon, mais et ça coûtait cher. Maintenant, ça coûte rien, au contraire. Et on sait très bien que, par exemple, et là, je me bats toujours sur le petit déjeuner du matin, par exemple. Un petit déjeuner sucré le matin, c'est mauvais. Pour l'enfant, c'est moins embêtant parce qu'il va avoir une activité physique qui va faire qu'il va brûler son sucre. Mais chez l'adulte, Mmh. on va prendre de sucre dès le matin, y compris dans son café. En revanche, il faut démarrer sa journée avec un citron chaud ou avec un verre d'eau chaude qui va être le moyen effectivement de déclencher la journée dans de bonnes conditions. Mais j'ai vu des patients faire des malaises vers 11 heures, midi. On avait fait tous les tests possibles et imaginables. C'était uniquement parce qu'ils étaient en manque de sucre. En ayant pris le matin, ils avaient déclenché une sécrétion d'insuline automatiquement en réponse. Et cette sécrétion d'insuline avait fait en sorte qu'ils étaient, ils étaient devenus en manque de sucre. Et ils faisaient le malaise à cause de ça. Voilà. Donc, il faut absolument pas prendre de sucre le matin, par exemple, et pas avant 16-17 heures. Autrement, on modifie complètement son horloge biologique interne et on va créer une succession de pics de sucre, de pics d'insuline, et on ne sera jamais bien. On sera toujours ou en manque de l'un ou en manque de l'autre. Même le miel, Absolument, c'est du sucre. Eh c'est du oui, c'est du pareil. sucre, le D'accord. miel. Le miel, il faut le prendre à 17 heures. Je n'ai pas dit Mmh. qu'il est mauvais, le miel. Encore qu'il faudrait en parler du miel, parce que le Faut miel, du bon miel. malheureusement, il n'est pas souvent, si on a un apiculteur près de chez soi, oui. Parce que Mmh. malheureusement, maintenant, on baptise miel du Ouais. sucre pur, quoi. Et regardez, même sur le miel, je Mmh. discutais l'autre jour avec un apiculteur. Je vais me faire encore des ennemis après les laboratoires, les apiculteurs, tant pis pour moi. Même les abeilles, maintenant, que l'on fait tellement travailler, on est obligé de leur mettre des sirops de sucre l'hiver pour qu'elles résistent. Non, mais on va où là? Ah Alors oui? qu'il y a des méthodes d'élevage des abeilles, Mmh. notamment la méthode d'arrêt, qui fait que, Varroé, pardon, c'est Varroé, où elles produiront moins de miel, mais d'une manière beaucoup plus naturelle. Bien Là, sûr. on a créé un esclavagisme des abeilles, en mettant des ruches partout, à tout va. Et ben oui, non, mais je suis désolé, les abeilles, c'est pas fait pour être exploité non plus. Bon, Mmh. on s'étonne qu'il y en ait qui meurent. Bah oui, mais c'est pas étonnant et leur piquer leur miel et leur mettre du sirop de sucre pour qu'elles passent l'hiver, on est où là? On marche sur la tête, hein. Ouais, on est d'accord, oui. On a Mohamed avec nous sur le chat. Mohamed, vous êtes docteur en Algérie. Est-ce que c'est vous qui étiez là la dernière fois déjà sur le live avec Laurent Esnault? J'aimerais bien savoir, parce qu'alors il est très actif sur le chat. Il dit, si vous connaissez des potions à base de plantes exotiques, suis preneur. Alors, il y a pas de plantes exotiques. Mm. Il y a les plantes qui poussent près de chez soi. Ah,
Et je D'accord. crois beaucoup, et c'est là où je me bats aussi quelquefois, parce que la grande mode est aux plantes indiennes, aux plantes chinoises. Sauf qu'on est en Europe, on est même en France. Bah, pourquoi on ne prend pas les plantes françaises déjà? Alors, si Mohamed a besoin de conseils, il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir que je lui en donnerai. Je pense qu'il faut qu'il prenne de l'argan plutôt que de l'olivier, par exemple. Parce que Mmh. l'argan, voilà, c'est méditerranéen. Et l'argan, contre l'hypertension, contre le diabète, justement, dont on parlait, et y compris au niveau cosmétique, hein, on connaît bien l'arganier, l'avantage que ça a. Voilà, ben, on prend de l'argan. On va prendre des plantes. Mais vous savez, les premiers succès, entre guillemets, que j'ai eus, les premiers contacts que j'ai eus, c'était avec des personnes qui venaient des Antilles ou qui venaient outre-Méditerranée. Parce Mmh. qu'elle me disait, elle, ça me rappelle tout à fait ce que me faisait ma grand-mère, parce qu'elle n'avait pas perdu, elle, cette habitude et cette culture. Et regardez, à La Réunion, par exemple, j'ai énormément de contacts avec La Réunion, Madagascar, les Comores. Et bien, à La Réunion, il y a des tisaniers. Mmh. Alors, on n'appelle pas ça des herboristes parce qu'on n'a pas le droit en France. Vous savez que c'est encore une bagarre sur laquelle j'essaye de me poster, à Ouais. savoir remettre des herboristes. Je pense que ce serait bien. Enfin bon, parce qu'il n'y a qu'en France qu'on n'en a pas. Même à Venise, j'ai trouvé 5 herboristes. Oui, Donc, mais ça a été interdit en France? bah, ça a été interdit par le maréchal Pétain. Mais le maréchal Pétain, vous savez pourquoi il a interdit les herboristes en France? Non. Parce qu'il a voulu développer dans chaque village, ce n'était pas une mauvaise idée, un pharmacien. Il D'accord. voulait qu'il y ait des pharmaciens dans chaque village. Et pour qu'ils puissent venir ou pour qu'ils aient envie de venir s'installer dans les petits villages, il leur a donné l'exclusivité sur les plantes médicinales. Donc, ce n'est pas pour le souci de tuer les herboristes, Mmh. c'est pour le fait de, effectivement, d'attirer les pharmaciens et de leur donner la vente des plantes médicinales, ce qui maintenant les intéresse plus du tout, peu. Parce que Oui. c'est pareil, on ne trouve pas beaucoup de pharmaciens qui fassent de la phytothérapie, hein. Mmh. Il y en a quelques-uns, mais effectivement, il y en a pas beaucoup, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, il pourrait s'installer à nouveau des herboristeries? Non, parce que Non. la suppression est toujours active et on n'a pas enlevé la loi C'est de fou la ça. vente et ça va plus loin. Parce que je ne sais pas si vous connaissez ce principe. J'ai déjà interviewé à Marseille une pharmacienne, dont le grand-père était herboriste. Elle s'appelait Madame Blaise. Je dis elle s'appelait parce qu'elle a plus sa pharmacie maintenant. Mais, elle avait repris donc l'herboristerie de son grand-père, mais elle était pharmacienne, hein. Sauf que quand on est pharmacien et qu'on fait de l'herboristerie, on doit avoir une boutique complètement séparée de sa pharmacie, sans aucun même moyen entre les deux. Même Ah pas un oui, petit tunnel ou même pas une porte entre les deux, pas possible. Il faut avoir des locaux séparés entre l'herboristerie, enfin entre guillemets, quand on est pharmacien, donc elle avait le droit, et la pharmacie classique. On ne peut pas mélanger, comme si les plantes médicinales étaient un danger. Était c'est je sais pas quoi. incroyable, C'est c'est un incroyable. poison, un poison. Alors il y a des plantes poison, hein, c'est vrai. Mais Oui, c'est vrai, mais enfin mais bon, bon, c'est le mé c'est le métier quand même de du pharmacien de savoir ce qui est bon, et ils apprennent, les pharmaciens apprennent toujours la biologie et les plantes. c'est Nous, en ça? médecine, non. Mais les Ouais. pharmaciens, oui. Et ils en font quoi? Rien. Donc je pense qu'il serait très bon, et si jamais quelqu'un nous écoute, pourquoi pas, on a essayé plusieurs fois au niveau des facultés de pharmacie d'organiser des diplômes d'herboristerie, que ce soit les pharmaciens qui s'en occupent, ce serait très bien, et qui Oui, contrôlent effectivement la formation d'herboristes. Parce que qu'est-ce qui se passe? La nature ayant horreur du vide, eh bien, comme il est interdit d'être herboriste, il y a un tas qui le sont d'une manière sauvage. oui, oui, Alors, comme des naturopathes, je ne veux pas être méchant non plus avec les naturopathes, mais il y a des écoles de naturopathie qui sont sérieuses, il y en a d'autres qui le sont moins. oui, Si on oui. avait plus de médecins formés en phytothérapie, plus de pharmaciens qui développent l'herboristerie, on n'aurait pas besoin de prendre des raccourcis clavier. On est bien d'accord, tout à fait. On a Marc qui nous dit Mohamed, hein, Mohamed, pas de souci, s'il veut qu'on corresponde avec plaisir, au contraire. génial. On a Marc qui nous dit: «C'est bizarre que l'herboristerie n'est pas autorisée en France parce qu'elle l'est en Belgique, mais en Suisse aussi?» En Mais Suisse, elle on est va en Belgique, en Suisse, en Italie, en Allemagne, je vous dis partout, sauf en France, parce que nous sommes les seuls à avoir eu le maréchal Pétain comme bah, dirigeant. oui.
C'est ça, c'est ça. Mohamed, il demande quelles sont les plantes indiquées pour la ménopause et pour l'endométriose. Ben, toutes les plantes à propriété hormonale. Toutes les plantes à propriété hormonale pour la femme. Après, ça dépend. Là encore, j'aimerais bien qu'on comprenne qu'on donne des plantes, non pas contre une maladie, mais pour une personne qui. Et ça, je Voilà, pense que ça change tout. Parce que la ménopause de Nathalie, et elle ne l'a pas encore, et ça, je ne souhaite pas, la ménopause de Nathalie n'est pas la ménopause de Martine. Bon, et donc, en fonction de la personne, et c'est ça justement l'intérêt de la plante, c'est un des gros intérêts de la plante, c'est qu'on va pouvoir faire du sur-mesure. Pour prendre tout à l'heure au restaurant, c'est pas le menu du jour, c'est la carte. c'est ça. C'est-à-dire que si elle a plus de bouffées de chaleur, si elle a plus de manque œstrogénique ou plus d'hypoprogestérone, ou si, voilà, en fonction de, et en fonction de ce que ça lui déclenche, si elle a plus d'ostéoporose, par exemple, si elle a déclenché plus de problèmes d'ostéoporose, moins de vitaminose D, enfin bon, voilà, on va pouvoir faire vraiment un traitement sur mesure et avec des plantes qui vont pouvoir être synergiques. C'est-à-dire que quand on prend un médicament, c'est contre quelque chose. C'est D'ailleurs, ça. entre parenthèses, un antibiotique, hein, vous savez ce que c'est qu'un antibiotique? C'est quelque chose qui tue. C'est anti-vie. Mm. Voilà, c'est anti-vie, ça tue. C'est quand Mm. même merveilleux de prendre un médicament qui tue. Alors heureusement, il tue normalement les bactéries. Bon, mais quand même, prendre un médicament qui tue, je trouve que c'est quand même amusant. Bon, donc là, on ne prend pas des médicaments contre les bouffées de chaleur, contre. Ben, si on a plutôt des bouffées de chaleur, si on a plutôt un manque d'œstrogène, on va prendre telle ou telle chose. Si on a plutôt un manque de progestérone, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours une indication dans les plantes qui ont des propriétés phytoœstrogéniques, comme on dit par exemple, de ne pas prendre en cas de cancer hormonodépendant. Ah En oui. fait, c'est pas si simple que ça, parce que à ces doses-là, et avec tout le composé de la plante, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, Nathalie en parlait avec justesse, c'est-à-dire que dans une plante, il y a énormément de composants, et ces composants, on ne sait pas toujours à quoi ils servent, mais ils servent. Eh oui. Et souvent, c'est pour mieux absorber, c'est pour éviter les effets secondaires, c'est pour faire en sorte que tout ça, c'est un équilibre. Et donc, il n'y a pas de contre-indication quasiment aux plantes. Si on les met, c'est pour faire plaisir à l'industrie pharmaceutique, souvent, en dehors des plantes toxiques en elles-mêmes. Alors ça, Bien c'est sûr. vrai. Si on prend du vératre blanc, on peut en mourir. Mais vous savez que si un cheval mange des feuilles de rhododendron, 10 feuilles de rhododendron, ça tue un cheval, hein. Ouais. Voilà. Ben, parce que les plantes ont aussi des moyens de défense. Bah oui. Parce qu'elles doivent lutter. Mais il y a des plantes remarquables. Par exemple, moi, j'ai une plante que j'adore, qui est la rhodiole, Rhodiola rosea. Mm. Cette rhodiole, c'est la plante des Vikings. Enfin, paraît-il, hein, parce que je ne me souviens pas vraiment. Mais c'est la plante qui donne de la force aux Vikings. Ben, regardez l'image de la plante. C'est une plante qui pousse vraiment dans le nord, nord de l'Europe, hein, donc c'est pour ça que les Vikings la prenaient, qui doit lutter, c'est une plante rampante, elle se développe très très peu, elle doit lutter contre des conditions de température assez pénibles. Donc, elle doit développer ses propres moyens de défense. Eh bien, quand on va la prendre, ça va nous aider à supporter le stress, ça va nous aider à supporter l'angoisse et à faire en sorte de justement de monter nos défenses, aussi bien au niveau psychique que physique. Donc, ce qui veut dire qu'une plante qui elle-même a développé ses moyens de défense, elle va nous donner ses bienfaits sans problème, et sans qu'on ait besoin de prendre quelquefois des médicaments chimiques qui, eux, vont avoir un seul topisme, c'est-à-dire ils vont être ou antidépresseurs, ou anxiolytiques, ou somnifères, mais alors que la plante, elle va être adaptogène, c'est-à-dire que si on a besoin de mieux dormir, elle va nous aider à mieux dormir. Si on a besoin d'être plus en forme, elle va nous aider à être plus en forme. Voilà. Et bien, c'est la rhodiole. Après, il y en a d'autres, il y a la griffonia, enfin, il y a beaucoup de plantes comme ça. Mais regardez, je raconte dans mon livre l'histoire de Jacques Cartier. C'est là où c'est quand même très instructif, ces histoires. Jacques Cartier, il a fait une expédition donc, au Canada, on le sait bien. Donc, c'est lui qui a découvert le Canada. Et puis, ça ne s'est pas très bien passé parce qu'ils se sont un peu conduits en coloniaux, quoi. Enfin bon, c'était l'époque aussi qui voulait ça, hein. C'est-à-dire qu'on considérait que les sauvages, entre guillemets, étaient vraiment des êtres presque inférieurs. Donc, on avait un peu l'impression de les traiter comme moins que rien.
Mais bon, c'était une autre époque, hein. On ne peut pas comparer avec nos yeux d'aujourd'hui. Bon, et donc les Indiens étaient maltraités par les Canadiens, et donc bah, ils ont fini par se révolter, hein. Et ils ont bloqué un bateau. Ils ont bloqué un bateau de Jacques Cartier. Lui, il avait réussi à s'enfuir dans une autre goélette. Bon, et ces marins sont restés bloqués et après pris par la glace, parce que, bah oui, le Canada, ça gèle, hein. Bon, et donc ils ont été pris dans les glaces. Et ils ont mangé ce qu'ils pouvaient parce qu'à un moment, ils étaient en manque. Et ils ont commencé à déclencher des maladies par déficit vitaminique, notamment en vitamine C, parce qu'ils n'avaient pas de nourriture fraîche. Donc, ils n'avaient pas de vitamine C. Et comme les Indiens étaient quand même pas tous mauvais, loin de là, je ne vois pas pourquoi ils seraient plus mauvais d'ailleurs que les autres, eh bien, ils les ont aidés en faisant des infusions de cèdre blanc à compenser donc ce manque en vitamine C, parce qu'il est riche en vitamine C, le cèdre blanc, et les infusions de vitamine C ont sauvé l'équipage de Jacques Cartier. Voilà. Comme quoi, et je pourrais vous raconter l'histoire de l'échinacée et des bisons d'Amérique. L'échinacée, c'est une plante qui est là aussi qui pousse sur les hautes plaines américaines et qui fait en sorte que les bisons, quand ils en prennent, ont plus de défense que pour les blessures de flèches, pour les maladies, enfin tout ce qui est infectieux. Et les Indiens s'en sont rendus compte, les chamans indiens s'en sont rendus compte, et se sont dit, si c'est bon pour eux, pourquoi ce ne serait pas bon pour nous? Et ils ont développé, eh bien, on s'est rendu compte, nous, avec nos techniques modernes maintenant scientifiques, que l'échinacée faisait en sorte de stimuler notre fabrication d'anticorps. C'est-à-dire que quand on a un virus ou une bactérie qui attaque, c'est considéré comme antigénique, comme un corps étranger par le corps, et on va sécréter les anticorps pour lutter contre cette, et faire en sorte que effectivement ce soit pas elle qui l'emporte, hein, cette attaque. Eh bien, l'échinacée est une plante qui est immunostimulante, et elle l'est tellement, et là encore, c'est là où on devrait être logique. Quand on nous dit démontrer l'efficacité, mais on a réussi à démontrer quand même par l'expérience que c'est efficace, à tel point qu'il y a même eu une remarque de Bruxelles. Vous savez que maintenant Bruxelles nous dirige en grande partie. On a eu une remarque de Bruxelles qui nous a dit, dans les maladies auto-immunes, c'est une maladie où on a déjà trop de fabrication d'anticorps, il ne faut pas prendre d'échinacée. Parce que déjà, on en fabrique trop à cause de l'échinacée, donc allons pas en rajouter. Voilà, donc c'est là où ça m'amuse quand on nous dit c'est du placebo, les plantes, mais il ne faut pas les prendre dans telle ou telle condition. Alors, c'est ou du placebo ou c'est efficace, mais on ne peut pas avoir les deux statuts en même temps. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé les plantes et ça a été génial et je n'avais pas d'effet secondaire. C'est ça qui est formidable. Par contre, c'est vrai, et vous l'avez souligné tout à l'heure, que les plantes, il faut un peu plus de temps. Malgré tout, quand on a une grippe, aujourd'hui, avec les médicaments, on veut tellement se soigner en 5 minutes. Moi, je me rappelle, hein, je faisais partie de celle-là. Parce que quand, par exemple, je rentrais à l'hôpital, j'étais pas bien, j'avais une hémorragie interne due à un kyste, je signais une décharge pour ressortir et je demandais à mon médecin de me faire des piqûres de cortisone pour que je guérisse plus vite. Alors, quelle connerie, j'ai envie de dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je me rends compte de la bêtise que j'avais parce que je voulais travailler, je ne voulais pas m'arrêter. Je pensais que j'étais irremplaçable, j'avais une équipe qui m'attendait, et voilà. Et on fait n'importe quoi, et ça m'a abîmé la santé, évidemment, quoi. Donc aujourd'hui, on veut guérir trop vite, on ne laisse pas le temps à notre corps, et en plus, on veut des traitements qui font tout de suite des miracles, alors qu'en fait, les plantes sont miraculeuses. Les plantes sont. C'est surtout que la plante, quand vous dites on ne guérit pas vite, ce n'est pas toujours vrai. Parce que, par exemple, vous prenez du sureau, hein, les baies noires, pas la baignoire, mais les baies noires de sureau sont remarquables et stoppent très vite une grippe, hein. C'est Vous vrai. prenez du Ravinsara ou du Titri, qui est une eau alors qu'on peut prendre en huile essentielle, là, et ben, le Ravitsara, ça soulage tout de suite un problème de sinusite. Non, non, il faut pas rester à cette idée que les plantes sont. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus. Vous savez pourquoi on ne fait pas tellement de médecine par les plantes? Parce que c'est très compliqué la médecine par les plantes. Parce qu'il y en a beaucoup de plantes. Et quand vous multipliez les plantes par les possibilités que vous avez de les associer, c'est très difficile.
Ah Parce oui, que savoir, vous savez, il y a par exemple 50 plantes qui ont une activité au niveau digestif. Laquelle je vais prendre? bah oui. Quelle est mieux pour cette personne? Laquelle ça demande, c'est là où je dis que c'est un art parce que, et c'est ce que faisaient autrefois les personnes, même les chamans, ils le font encore. Ils connaissent, ils arrivent à connaître la personne et c'est pas facile quand on n'a pas cette connaissance, quand on n'a pas eu un certain passif avec la personne pour savoir quelle va être la plante qui va le mieux réussir. Est-ce que je lui donne de l'artichaut? Est-ce que je lui donne du chardon-marie? Est-ce que je lui donne voilà, qu'est-ce qui va faire que je vais choisir celle-là plutôt que celle-là? Alors, quand vous avez un médicament qui lutte contre la fièvre, vous n'avez pas le choix, hein. Bon, Mmh. d'ailleurs, il n'y en a plus en pharmacie en ce moment. Mais bon, peu importe. Donc voilà, c'est facile. Et, Ouais, et pour le médecin, c'est plus facile et c'est plus court, une consultation classique, qu'une c'est phytothérapie. c'est qu'il faut prendre le temps d'écouter la personne. Bah, il faut prendre le temps de le connaître, de l'écouter et ensuite bah, de réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux pour elle. Et puis d'accepter l'idée de je vais tâtonner. Parce qu'on n'est pas sûr tout de suite de toucher ce qui va être le mieux. Parce que je vous dis, les plantes ont souvent, d'ailleurs, quand on prend un livre de phytothérapie, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une action pour la plante. Il y C'est a bien. beaucoup d'actions. Alors, quelle est celle que je vais préférer? Quelle est celle que je vais mettre en avant? Voilà, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long. Ça demande un certain parcours. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant je commence à bien m'en sortir. Mais au début, c'est pas simple, hein, connaître les plantes, les manipuler. Et puis, comme c'est un être vivant, j'allais même dire, alors là, je vais faire bondir peut-être des confrères, mais je veux dire, il faut aussi saisir la vibration de la plante. On est bien d'accord. La plante par rapport à la vibration du patient. Et ça, c'est pas si évident, hein. Et de mettre en accord la vibration de la plante et la vibration du patient, c'est encore moins évident. Et c'est ce qui se faisait avant plus naturellement parce qu'on n'avait pas cette barrière du rationalisme qui faisait que comme on n'a pas de données scientifiques qui nous permettent on doit faire appel à l'intuition, on doit faire appel à l'instinct. Eh ben, ça prend du temps, c'est pas facile, ça demande beaucoup de remise en cause, alors qu'il est plus facile de prescrire de l'aspirine, hein, ça dure moins longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Et Ouais. voilà, et c'est fait. Et puis, à la limite, on est couvert, l'aspirine, ça marche sûr, donc voilà, si c'est pas de notre faute, c'est le laboratoire qui sera taxé s'il y a un problème. Alors que de se tromper sur une plante, de se tromper sur une dose, de se tromper, c'est pour ça que c'est pas simple. Vous savez, je vais vous raconter une histoire pour terminer, malheureusement, parce que je vais être obligé de vous quitter. J'ai une de mes patientes qui est venue me voir il y a quelque temps en me disant écoutez, docteur, je voudrais bien que vous aidiez mon mari qui est sous chimiothérapie. Je lui dis c'est gentil, mais votre mari, je ne le connais pas. Enfin, je l'ai vu qu'en salle d'attente quand il vous accompagne. Je ne le connais pas. Je ne connais pas sa tumeur. Je ne connais rien de son dossier. Oui, mais est-ce que vous pourriez pas. Bon, elle insistait tellement que je lui ai dit écoutez, moi, je veux bien essayer de voir si on peut lui donner quelque chose qui lui aide à mieux tolérer la chimiothérapie. Je n'ai pas dit à la place de. Attention, hein. Non, bien Dans sûr. les médecines ont une place, hein. Mais ça va être parallèle, ça va être complémentaire. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de médecine douce, médecine dure. Il y a des médecines. Bon. Et je lui dis, ben voilà, je peux lui aider effectivement à ce qu'au niveau du foie, par exemple, parce qu'on sait très bien que la chimiothérapie, elle va faire des dégâts sur les cellules saines en même temps que sur les cellules qui sont toxiques. Bien que maintenant, ça y est, on fait de la microchimiothérapie, c'est-à-dire qu'on essaye d'adapter, on essaye de cibler, on essaye de faire en sorte. On a compris le message. C'est là où c'est malheureux, c'est que on a l'impression que les médecins avancent dans ce qu'on dit depuis longtemps, mais qu'ils vont pas faire le pas jusqu'à. Bon, alors donc, peu importe. Donc, je dis ça, mais je vous demande d'en parler à son cancérologue, son oncologue, avant. Bon, je reçois un coup de téléphone. Un jour, ma secrétaire m'appelle, me dit il y a un médecin qui n'est pas content. Je lui dis bah, passez-le moi. Et ça se trouve, et c'était un patron hospitalier qui me téléphone en me disant vous avez fait quelle école de sorcier? Bon, malheureusement, je n'étais pas très réceptif peut-être à cette époque-là. Je lui dis pourquoi vous êtes un fan d'Harry Potter? Il n'a pas aimé du tout. Il m'a dit non, parce que je vous signale que vous avez donné à un de mes patients quelque chose qui est tout à fait pas indiqué pour lui. Enfin, je lui dis attendez, j'ai donné quoi? Donc, je ne connaissais pas le patient. Je lui dis, mais c'est. Alors, je lui dis non, je ne vais pas donner. D'abord, j'ai demandé à ce qu'il vous en parle. Oui, mais il ne l'a pas fait. Enfin, passons. Bon, je lui dis, écoutez, ce que je vais vous dire, c'est je vais vous envoyer une liste bibliographique
des actions de la plante dans telle et telle indication. Parce qu'il y a quand même des recherches qui se font, il y a quand même des chercheurs qui essayent de voir un petit peu ce qui se passe. Je lui envoie cette liste et je lui dis, vous me rappelez après et vous verrez. 15 jours après, il me rappelle en me disant, mais j'ai vu qu'on était du même hôpital. Je dis, bah oui, comme quoi c'était pas une école de sorciers. Il me dit, est-ce que vous voudriez bien venir qu'on déjeune ensemble? Bon, je vais déjeuner avec lui, c'était déjà mieux que l'engueulade de la première fois. Et il me dit, écoutez, je ne voulais pas vous le dire parce que ça me gênait, mais c'est le patient qui a les meilleurs résultats du service, qui supporte le mieux la chimiothérapie, et je voudrais voir avec vous si on peut travailler sur ça. Voilà. Et je trouve que ce qui est malheureux, qu'on soit obligé de forcer un peu comme ça de temps en temps la main. Là, c'est la patiente qui a forcé la main. Je n'ai pas aimé parce que c'est pas correct. Bon, enfin, passons. Quand on est une maladie potentiellement grave, bon, on emploie quelquefois les raccourcis qu'on peut. Mais je trouve que ce serait bien, et si on pouvait conclure là-dessus, je trouve que ce serait bien qu'on fasse un audit sur tout ce qui existe en matière de plantes, en matière de traitement par rapport à toutes les pathologies. Et qu'ensuite, on se dise, voilà, ça c'est avéré, ça c'est pas avéré, ça c'est bidon, ça c'est des croyances. Il y en a, bien Mais sûr, il y a des croyances. Et à partir de là, on pourrait voir, vous savez, c'est ce qu'avait dit, mais je ne le connais pas, donc j'en parle tout à fait librement, ce que dit le professeur Raoult. Il avait dit, avant de sortir de nouveaux médicaments, il faudrait qu'on fasse le point sur ce qui existe, les plantes qui existent. Et vous savez, l'hydroxychloroquine, dont on a beaucoup parlé et sur laquelle je n'ai pas d'opinion parce que je ne suis pas habilité à le faire et que je n'ai pas la connaissance, l'hydroxychloroquine, c'est un dérivé du quinquina. C'est l'écorce de quinquina. Et pourquoi elle s'est appelée d'ailleurs quinquina? Parce que cette écorce de quinquina a guéri la femme du vice-roi du Pérou à l'époque, qui était d'origine espagnole, des fièvres. Et les jésuites lui avaient donné cette écorce de cette décoction de plantes qui l'a soignée. Et c'est pour ça qu'elle s'appelait Cinnron, on l'a appelée quinquina en son honneur, et c'est devenu hydroxychloroquine. Voilà. Bon, après, est-ce que l'hydroxychloroquine est suffisante pour traiter? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais je pense que ça vaudrait le coup de tester. bah oui, bien sûr, bien De la sûr. même façon qu'on traite des cancers du sein avec de l'extrait d'if. Et l'extrait d'if, les Romains s'en servaient pour tuer les animaux. Comme quoi, tout est poison ou médicament selon la dose. Et ça, Et c'est la formule de Paracels. mm. Tout est poison ou médicament selon la dose. Et bien, c'est valable pour tout. Et c'est valable pour les médicaments, c'est valable pour les plantes, c'est valable pour beaucoup de choses. Et je crois que ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait le choix, au moins, de pouvoir se soigner en fonction de ses symptômes, en fonction de ses troubles. Malheureusement, en ce moment, je crois qu'il n'y a plus de médecins, alors donc on va vite avoir le choix de ne plus se soigner. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, merci, c'était passionnant. Vous garderez bien encore 1 heure avec nous, mais je sais que On refera, allez, c'est avec plaisir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, que vous n'avez pas eu le temps, que vous n'avez pas pu, enfin, qu'on a été trop bavard, je suis un peu bavard, hein, je suis désolé. Donc, n'hésitez pas à me les passer et je répondrai, pas toujours sur le moment, mais je répondrai. voilà, je peux mettre votre adresse mail ou Absolument, oui? absolument. Eh Oui, bien, absolument. voilà. Je vais mettre votre adresse mail dans le descriptif de la vidéo dès que je pourrai, la retoucher, dès demain. Demain, voilà. Merci beaucoup Voilà. Merci docteur, merci beaucoup et puis oui, je vous solliciterai pour d'autres lives si vous êtes d'accord. et portez-vous bien tous. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était super et vous avez été nombreux. Merci beaucoup. À très Merci. vite docteur. Au Très belle revoir. soirée. Au revoir.